Messieurs et dames, bel bonjour. Nous comptons retrouver les autres pour une nouvelle émission à Parole la vie. Donc aujourd'hui, nous allons, vous savez que dans après 2 semaines, nous allons célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Donc ça fait un peu plus d'un demi-siècle de combat et de lutte pour que les femmes puissent enfin aboutir à certains droits, mais rien n'est encore totalement acquis, le combat continue. Cependant, certaines personnes, et malheureusement même au niveau de la gente féminine, pensent que la femme va un peu trop loin dans cette quête d'égalité avec l'homme, pensent que la femme commence à se sentir même supérieure à l'homme et ne laisse pas à l'homme effectivement cette place qu'il doit occuper. D'autres personnes disent que par rapport à cette quête d'égalité, les femmes, en fait, ça cause certaines dérives dans la société, y compris dans le foyer, c'est-à-dire que les femmes ont moins de temps pour l'éducation des enfants ainsi que pour s'occuper des tâches ménagères. Donc, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la femme soit allée trop loin dans sa quête d'égalité? Pensez-vous que cette quête, ce combat qui dure maintenant depuis des années, mène à des dérives ou au contraire, les femmes de l'époque avaient raison de se battre pour les conditions que nous connaissons actuellement et dont bon nombre d'entre nous en profitent. Donc c'est de ça que nous allons discuter cet après-midi dans Parole la vie. Donc avec nous, nous avons notre chroniqueur Olivier qu'on ne présente plus. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Et Madame Joachim Arnaud, je pourrais dire qu'on ne présente plus, mais... C'est pas Joachim Arnaud, c'est Georges Arnaud. Oui, à chaque fois c'est vrai que Madame Georges Arnaud, donc, qui est ici pour l'association Culture Égalité. Culture et Égalité. Donc, Culture Égalité. Égalité. On va expliquer tout à l'heure. D'accord. Oh, oui. Donc, voilà, n'oubliez pas que l'émission est en direct, que vous pouvez nous appeler et nous donner votre avis dessus. Donc, la femme est-elle allée trop loin dans sa quête d'égalité? Nous allons découvrir ce que la population pense par le biais du micro-trottoir. À tout de suite. Bon, continue. Donc, les aléas du direct que nous connaissons tous. Donc, l'équipe technique est juste en train de faire une petite mise au point avec le micro-trottoir. Madame Arnaud, l'association Culture Égalité. Alors, l'association Culture Égalité, c'est une jeune association, mais si on ajoute l'âge des personnes, le temps de militance des personnes qui y sont, on peut dire qu'on a plus d'un siècle d'expérience. Puisque, bon, moi, je milite depuis une trentaine d'années. Oui. Bon, on a Huguette Bellemare qui milite aussi pareil, Rose Bonheur, Sylvie Javaloyes, enfin, tout un tas de femmes. Donc, tout ça accumulé, ça fait une jeune association, mais avec un tas d'années d'expérience et d'engagement. Et ça, c'est important. Alors, pourquoi culture égalité et pas culture et égalité? Ce que nous voulons, c'est la culture, justement, de l'égalité, non seulement entre les hommes et les femmes, ce qui est une chose essentielle pour nous, on aura l'occasion d'en débattre pendant l'émission, mais aussi l'égalité entre les êtres humains, c'est-à-dire que nous luttons pour la justice sociale, c'est-à-dire que les classes sociales les moins défavorisées accèdent à un peu plus de pouvoir, à un peu plus, quand je dis de pouvoir, je dis d'autonomie, à un peu plus de justice. Nous nous battons aussi contre le racisme, contre l'homophobie. Donc nous sommes dans une... notre mission, nos objectifs sont dans la question des droits humains et la question des droits des femmes fait partie des droits humains. Donc voilà un petit peu Culture Égalité. Vous avez des femmes dans votre association? Oui, on est une association non mixte. Pourquoi? Et nous y tenons parce que là, les femmes qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble, de prendre la parole, qui n'ont pas l'habitude de se confier, de dire les choses et qui vivent elles-mêmes dans leur quotidien des oppressions, ont besoin de se retrouver ensemble pour pouvoir s'exprimer et se renforcer et augmenter ce qu'on appelle leur pouvoir de décision. Quand on dit pouvoir, c'est un bien grand mot, mais c'est leur capacité, c'est-à-dire lever tetio, lever koyo, lever l'esprit pour qu'on puisse rentrer dans une société mixte. Parce que notre société, à l'heure actuelle, elle est mixte sur le papier. Mais quand on regarde les choses, elle n'est pas mixte. Quand on regarde le monde du travail, les femmes sont cantonnées dans certains métiers, caissière, aide à domicile, ATSEM, les métiers auprès des enfants, femme de ménage, secrétaire, et tout ça, ce sont des métiers extrêmement mal payés. Et donc, il n'y a pas beaucoup de mixité.
Et c'est dû à quoi? C'est dû simplement au fait que les femmes sont vraiment cantonnées de tout ce qui est des tâches ménagères. Donc, il n'y a pas de mixité. Donc, ce que nous voulons aussi, quand on regarde le monde, le monde politique, là où on prend des décisions, notre pays, notre Martinique est bien mal placé. Nous n'avons pas une femme députée dans ce pays. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer par rapport, on est quand même à 4 heures de bateau de la Guadeloupe, 25 minutes d'avion, qu'est-ce qui pourrait expliquer la différence entre l'implication des femmes sur la scène politique en Guadeloupe comparée à la Martinique? C'est quand même deux îles sœurs. C'est une question qu'on nous pose tout le temps, mais moi je crois que ça remonte, il y a une explication, c'est une des explications qu'un historien ose dire. C'est comment? C'est laquelle? Oui, c'est-à-dire que, vous savez, quand il y a eu la lutte pour la libération de l'esclavage, quand on a eu et célébré toutes ces... qu'il y a eu les esclaves se sont libérés de l'esclavage, et quand il y a eu la départementalisation, et au moment où il y a eu le vote là où il y avait la possibilité pour les femmes d'accéder à ces postes, il y avait en Martinique toute une élite mulâtre, lettrée, parce que c'était une tradition, parce que la Martinique était l'endroit, le lieu où il y avait tous les pouvoirs réunis dans la Caraïbe. Et même les pouvoirs, pas seulement avec la Guadeloupe, les pays francophones, mais dans toute la Caraïbe. Donc il y avait déjà tout un tas de gens qui étaient instruits, éduqués. C'était bien entendu les mulâtres. Césaire était le seul nègre parmi. Hein. Bon, après, il y a eu Bissol et tout le reste. Mais c'était le seul nègre. Donc, il y a eu des gens à placer. Et quand il y a eu, par exemple, le vote de Césaire en 1945, des femmes comme Jeanne Léraud, Yvette Mauvois et Solange Fitte-Duval, ça ne venait même pas à leur esprit elles-mêmes qu'elles pouvaient être élues. Alors qu'il y a eu 8 communes, il y avait des élections au département et des élections municipales. Donc même elles, qui étaient des femmes extrêmement actives, elles ont créé à ce moment l'Union des femmes à Martinique, elles étaient dans tous les combats, elles étaient dans les quartiers pour justement amener les femmes à voter à gauche, parce que les femmes votaient pour la première fois. On n'en a pas mis une seule. Pas une femme, alors qu'en Guadeloupe, ça a été l'inverse. On avait déjà d'autres femmes qui étaient là, et il y a eu Gertie et Archimède. Avant Gertie, il y a eu... chaque fois j'oublie son nom, il y a encore un camarade journaliste qui va me dire c'est une honte que j'oublie son nom, mais il y avait déjà des femmes qui étaient là parce que... C'est une explication, on dit bien que c'est une explication. Donc, mais n'empêche, on n'a rien rattrapé. Et c'est ça qui est grave. On n'a rien rattrapé. Je regardais encore, on ne va pas se plaindre, hein, dans le gouvernement, il y a des Réunionnaises, des Guadeloupéennes, des Guyanaises, mais il n'y a jamais de Martiniquaises. Et c'est quand même, on doit se poser ces questions-là, et bon, c'est assez hallucinant. Est-ce que le peuple martiniquais est prêt à pouvoir, parce que c'est quand même le peuple qui vote, donc est-ce que le peuple martiniquais est prêt à... C'est pas le peuple vote, mais ce sont les partis politiques qui envoient les gens, qui montent, qui mettent en place toute la machine et qui éduquent, qui construisent, qui donnent une place aux femmes. Ce sont les partis politiques. Hein. Et il y a des partis politiques au moment où il y a eu la parité, bon, c'était obligatoire pour les élections à la proportionnelle, mais quand à un moment où on laissait le choix, ils préféraient encore payer des taxes, enfin des pénalités que d'envoyer des femmes. Donc, ce sont les partis politiques. C'est là que tout se passe. C'est la population, dans les grands partis, la population vote pour les gens que les grands partis envoient. Et il n'y a pas de débat à ce moment-là. Donc, les partis politiques, est-ce que ce sont des partis composés de machos au final? Je ne dirais pas ça, mais il faut se poser la question. C'est tout le temps parce qu'il n'est pas martiniquaise, n'est-ce pas? Ah non, je n'ai pas dit qu'elle est martiniquaise. Mais on sait, on est pas mal ici quand même. Hein. On est pas mal de gens. Hein. En France, c'est aussi l'image de la politique, un cercle fermé, où les femmes sont entrées petit à petit. Oui, bon, enfin, quand on regarde, c'est vrai, la place des femmes dans la Assemblée nationale. C'est parce qu'il y a vraiment cette règle de la parité que je pense que les femmes sont de plus en plus présentes dans le gouvernement. Absolument, mais je pense que la Martinique est quand même très, très, très en retard.
Vraiment. Mais par exemple, le gouvernement a fait un effort, ça ne veut strictement rien dire sur sa politique en direction des femmes. Il y a autant de femmes ministres que d'hommes ministres. Mais ça ne nous garantit rien du tout. On a une ministre qui nous a pondu au droit du travail où les femmes seront complètement... Là, en plus, on nous donne un ministère des femmes, de l'enfance, de la famille et des droits des femmes. C'est hallucinant. Alors, pendant ce temps, on fait la parité, donc ça ne veut rien dire. Et aussi en Guadeloupe, on a plus de femmes, c'est vrai, maires, mais ça ne veut pas dire non plus que ces femmes ont mis en place une politique où la question de la prise en compte véritable des droits des femmes et la prise en compte des besoins des femmes, elles ne sont, je n'en connais pas beaucoup qui soient réellement féministes. Mais est-ce qu'elles se démarquent un peu plus de façon à ce que, c'est vrai qu'entre les postes de ministres, de députés, etc., on a l'impression qu'elles sont un peu plus virulentes à les avoir. Mais vous avez... Non, mais tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas des modèles quand même, hein. On ne va pas nommer toutes. Mais mais vraiment, mais c'est vrai que c'est déjà quand même un premier pas. C'est quand même une tradition d'avoir quand même plus de femmes aux instances de décision qu'en Martinique. Et vraiment, nous, on est la dernière roue de la charrette, je pense. Je pense, même pour la France, là. Non, mais en fait, on est un peu, la France, est-ce que ça peut s'expliquer aussi parce que la France fait quand même partie des derniers pays à avoir quand même accordé le droit de vote aux femmes. Donc, est-ce que là aussi, c'est pas quelque chose qui part de l'histoire et que, voilà, c'est quand même... Non, de toute façon, tout dépend de l'histoire des pays. Bon, c'est vrai, comme je vous disais, on a quand même la Martinique qui avait sa tradition avec toute une classe, une élite éduquée, bourgeoise, mulâtre, il faut dire les choses comme elles sont, à placer au poste de décision. Donc ça aussi, ça fait partie d'une tradition. La France a été un des derniers pays européens à donner parmi les grands pays développés, à donner le droit de vote. Les pays anglophones ont eu le droit de vote avant nous. Cuba, par exemple, a eu le droit de vote avant nous. Mais ça ne veut pas dire pour autant, et c'est là qu'il faut regarder les choses de plus près, depuis que les pays anglophones ne sont plus colonies anglaises, les droits des femmes ont drôlement reculé. C'est-à-dire que, là, quand on regarde, les seuls pays où l'avortement est autorisé dans la Caraïbe, c'est Cuba et les pays francophones. C'est quand même... Et là, il y a eu d'ailleurs un grand débat au Mexique avec le Zika pour la question de l'avortement, où il y a eu une demande exceptionnelle de l'ONU pour que le droit de l'interruption de grossesse se fasse beaucoup plus facilement. Mais comme ce sont des pays extrêmement catholiques, donc il y a une montée, voilà. Donc il y a encore des luttes à mener. Juste avant d'aborder le sujet, effectivement, je parlais du 8 mars que nous connaissons tous. Pourtant, on remarque au niveau de certaines associations, des collectivités, des organismes, entreprises, on fait encore l'erreur sur l'intitulé exact. Donc, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Donc, il y en a qui disent que c'est la journée de la femme, la journée des droits de la femme. Donc, pourquoi la journée internationale des droits de la femme? Puisque c'est l'intitulé du droit des femmes. Donc, c'est l'intitulé exact. Oui, il faut savoir l'origine. Pourquoi autant de confusion, en fait? Non, ce n'est pas innocent, la confusion. Ce n'est pas innocent. Bon, alors, on va partir de l'origine de la journée. C'est une femme, Clara Zetkin, qui a, dans le cadre de la 4e internationale, dans la réunion de l'internationale socialiste, c'est une Allemande, qui a demandé à ce que le 8 mars soit la journée internationale des droits des femmes. Et à ce moment-là, elle réclamait le droit de vote. Mais c'était des militantes qui se battaient pour des causes collectives. Ce n'étaient pas des gens qui s'étaient mises debout pour une femme. C'était pas une fête féminine. C'est vraiment quelque chose dans une lutte collective pour que les droits des femmes avancent. Donc, pourquoi nous disons que c'est important de le dire? C'est le moment où toutes les associations féministes du monde entier font le point sur l'avancée et l'application des droits des femmes. Et c'est des moments de se dire, mais où en sommes-nous, par exemple en Martinique, où en sommes-nous de la question de la lutte contre les violences faites aux femmes? Où en sommes-nous sur le partage des tâches
dans le ménage? Est-ce que nous avons avancé? Et c'est le moment fort, puisque c'est là que les médias sont, alors qu'on continue, on y travaille pendant toute l'année, mais c'est le moment important où on a les caméras branchées sur ces luttes-là, qu'on peut le dire. Alors pourquoi souvent les gens disent de la femme? Parce que ça les arrange, parce que c'est une façon de couper la dynamique collective. Quand on dit de la femme, donc on flatte les femmes, on leur donne une rose, on leur donne une fleur. Nous, on s'insurge contre ça et nous demandons aux femmes de s'insurger avec nous contre ça. Ça veut dire que si on nous donne des roses et on nous donne des roses pour la fête des mères, cette fête perd tout son sens. Je ne pense pas qu'il faille chercher non plus midi à 14h ni la petite bête, puisque il y a quand même... on peut prendre l'exemple de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne dit pas Déclaration universelle des droits des hommes. Donc je pense que partant de ce principe, les gens doivent penser comme ça et dire... Journée internationale des droits de la femme. Mais il y a une confusion quand même. Non, certainement. Mais à dire que c'est quelque chose, une volonté de... Non, j'ai dit ça peut être pour certains et certaines. Alors, ça peut être comme ça peut ne pas l'être. Moi, personnellement, je commettrais l'erreur... Comment tu vois cette journée, toi, déjà en tant qu'homme? Je finis. Si tu veux, je commettrais l'erreur juste parce que on dit Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est une formulation généraliste des droits de l'homme. Donc, et des droits partant de ce principe, oui, effectivement, je dirais des droits de la femme parce que je trouve que c'est général. Bon, après, des droits des femmes, bon, c'est plus précis si vous voulez, mais après, la subtilité est très, très difficile à percevoir. C'est pas une subtilité. Bon, vous donnez des précisions. Ben, écoute, je pense que c'est nécessaire, certes, puisque il faut quand même rappeler certaines inégalités, certains combats qui ont été mettre en évidence certains combats qu'ont menés les femmes. Et puis, il y a des combats qui sont nécessaires. Moi-même, en tant qu'homme, je suis par exemple pour l'égalité de salaire dans un travail. Une femme fait le même travail qu'un homme à un même poste, elle doit avoir les mêmes revenus. Ça, je n'en disconviens pas. Et ce sont des journées qui peut-être peuvent permettre de prendre conscience sur certains combats comme ça. Après, ce n'est pas le seul combat, effectivement, mais je pense que c'est l'un des combats des journées comme ça permettent de mettre en évidence. Est-ce que tu comprends certains hommes, mais il y a quand même des femmes malheureusement, certains hommes qui disent que les femmes ont trop demandé, sont allées trop loin dans ce combat et ce qui fait que ça porte à confusion parce qu'elles arrivent des fois à défier ce qui peut poser problème effectivement dans le couple, arrivent à défier le mari, le compagnon et avoir ce sentiment sans cesse de confrontation en ne voulant pas laisser la place au mari ou au compagnon dans le couple et toujours vouloir être traité, même au niveau du couple, à armes égales, quoi. C'est vrai que, tu sais, pour avoir été élevé par ma grand-mère, donc je fais la différence entre, effectivement... Je ne te laisse pas intimider. Non, pas du tout. L'éducation que m'a donnée ma grand-mère, la manière dont elle faisait et tout, même mes tantes et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour prendre l'exemple de ma femme ou de quelqu'un, aujourd'hui, une femme va oser plus. Elle va oser plus parce qu'elle travaille. À l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Les femmes n'étaient pas indépendantes. Les femmes avaient des enfants. Elles étaient cantonnées effectivement au rôle de maman, d'éducation dans laquelle le papa représentait uniquement comment dirais-je, la réprimande, etc. Aujourd'hui, effectivement, les femmes, elles travaillent, elles peuvent assumer une famille, prendre des responsabilités, et je pense que partant de ce fait, elles prennent position un peu plus dans le couple. Néanmoins, si je ne dirais pas que ça, c'est une dérive. Néanmoins, ce que je regrette, c'est que et Madame Arnaud va donner son avis là-dessus. Ce que je regrette, c'est que la femme, dans cette quête d'égalité, a cherché à devenir comme l'homme, à être comme l'homme.
Je pense que dans cette quête d'égalité ne devrait pas conduire la femme à vouloir faire comme nous. Déjà parce que je trouve que cette différence homme-femme est nécessaire. Il faut que nous soyons différents. Après, cette différence, comme je disais, ne doit pas être marquée par des différences de salaire, etc. Mais et le fait que la femme ait cherché à être comme nous a fait que son comportement a changé. Quand je dis comportement a changé, c'est-à-dire que je regrette un petit peu, Madame Arnaud, que vous passez en quelque part, vous voyez une femme avec une bière ou une cigarette dans la main et puis assise sur sa moto en train de parler. Ça, ce sont des images en fait qui... Après, peut-être que j'ai reçu une éducation judéo-chrétienne un peu trop sévère, trop stricte, avec l'image de la grand-mère, mais moi, ça me choque. Néanmoins, je suis pour tout ce qui est progression dans le travail, même niveau études, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Je suis pour que les femmes accèdent à des métiers à responsabilité aussi, des postes à responsabilité politique, etc. Mais je trouve que de notre côté, aujourd'hui, on assiste à une dérive du comportement des femmes. Juste avant de répondre, je vais prendre le premier appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que ça passe? Bonsoir. Ça s'allume. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Vous m'entendez? Oui. Je ne vous entends pas. Mais allez-y, il n'y a pas de souci. Allô? Oui. Je ne vous entends pas. Oui, mais allez-y, nous on vous entend. Mais si elle n'entend pas. Oui, alors, je voudrais C'est bon. je voudrais donner mon point de vue. Je n'ai plus 20 ans. Je veux dire, il y a eu une déliquescence des droits de la femme parce que ça n'a pas été axé dans le travail. À partir du moment où on a revendiqué droit des femmes, à savoir partager les tâches dans le foyer, il y a eu justement cette vulgarisation des droits de la femme. Et donc on s'est retrouvé avec des femmes remontées contre des hommes remontés contre des femmes. Il eût fallu préciser le droit des femmes dans le travail. Et une fois que ce travail-là aurait été fait dans l'esprit des gens, je pense qu'à ce moment-là, on aurait pu développer davantage. Mais il y a eu tout un amalgame, bien évidemment, ça arrangeait bien les hommes qui se sont sentis visés dans leur foyer. Et ça ne va pas changer. Vous savez, vous voyez encore des hommes qui, après le travail, par exemple, prennent les pieds. Pour la plupart, bon, ils vont même créer des embouteillages parce qu'ils ne sont pas pressés de rentrer. Parce que récupérer les enfants, c'est beaucoup la femme. Rentrer à la maison, avancer tout ce qu'il y a à faire comme tâches ménagères. Et puis, il faut remarquer aussi que l'esprit féministe n'a pas progressé. Parce que chaque fois qu'une femme, et je suis bien placée pour en parler, chaque fois qu'une femme s'est retrouvée en difficulté, il faut savoir que les hommes qui ont le pouvoir ont pris une femme pour les coucher, comme on dit. Le mot n'est pas à double sens. Quand je dis les coucher, ça veut dire un homme qui a besoin de régler son compte. Je parle de la vie professionnelle, par exemple, un directeur qui a ses comptes à régler avec une femme ou un supérieur hiérarchique, il prendra toujours une femme pour arriver à ses fins par rapport à cette femme qui se tient debout. Donc, l'esprit des femmes, l'esprit de solidarité entre femmes n'a pas du tout progressé, bien au contraire. Donc voilà ce que je voulais faire comme observation, mais je pense qu'il faudrait reprendre les choses en main et remettre dans le contexte du travail, l'égalité des femmes dans le travail, et toujours prononcer le mot travail, ce qui permettrait déjà à la femme d'accéder à plus de responsabilités, plus de pouvoir, et à travail égal, salaire égal.
Merci. C'était mon point de vue. Je salue Madame la Présidente qui a du courage, vraiment, vraiment. Bravo, Madame. Merci beaucoup. Et Merci merci. à vous. Merci. Alors, Oui, je voulais, avant de répondre, remercier la dame pour son pour ses questions et ses réflexions. Je reviendrai après. Je voulais quand même répondre Olivier. à Olivier sur la question des droits de l'homme. Alors, il faut dire que toutes les personnes qui sont dans des associations, et les féministes particulièrement, interpellent l'ONU pour changer justement ce terme. Et nous ne disons plus les droits de l'homme, ou le H avec le grand H, et comme vous l'avez dit, l'homme avec un grand H est un terme générique, général et tout. Et c'est justement ce sur quoi nous nous battons, c'est cette neutralité où on veut absolument mettre les femmes dans le homme avec un grand H. Donc nous disons que la journée des droits humains, qui est le 10 décembre, d'ailleurs Culture Égalité se mobilise le 10 décembre avec des associations comme le Cap Caraïbes, Aide Martinique, Combit, enfin tout un tas d'associations de défense des droits humains, pour que cette journée soit pas une journée avec un grand H. Et on a eu tendance, justement, par la non-féminisation des mots, en mettant le grand H, en vous disant « Ah, c'est neutre, ça englobe les... » Mais les femmes disparaissent dans cette généralisation, dans cette neutralité, et en ne féminisant pas les mots, en disant, bon, je voulais dire tout à l'heure à GRT, bonjour à toutes et à tous. Comme ça, mais les femmes sont tout de suite sont visibles dans le langage, parce que le langage est important. Il n'y a pas de petite lutte. Donc, je crois que là aussi, c'est... Et je continue, je vous ai laissé parler jusqu'au bout. Faut-il y avoir lutte forcément? Non, mais oui, c'est un combat, parce qu'ils ne sont pas d'accord à l'ONU. Ce n'est pas évident, mais si que tout est un combat, tout a été gagné par des luttes, tout a été gagné par les féministes, rien n'a été offert. Et pourquoi il est important que ça soit la question, c'est pas chicaner sur la question des femmes, les droits des femmes et pas droits de la femme, ça nous permet de dire que nous nous battons de façon collective. Et pour rejoindre un peu ce que dit la dame qui a téléphoné, nous sommes dans des luttes collectives pour des droits collectifs. Moi, je ne suis pas pour mon droit personnel. Quand on me donne une rose et on me dit « bonne fête le 8 mars », moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je suis là pour une société, pour un progrès social, pour que les femmes et les hommes pro-féministes, et certainement vous en faites partie, et puissent avec nous continuer le progrès social, c'est-à-dire la démocratie. Ce n'est pas un combat, et pour revenir à ce que vous dites, quand vous dites, les gens disent nous sommes allés trop loin dans la quête de l'égalité. On n'est pas les femmes, reprenons un petit peu l'histoire. Et Madame dit qu'on ne s'est pas assez mobilisé sur la question du travail. En fait, elle a un tout petit peu raison sur une partie. Parce qu'au départ, quand les féministes, de toutes les façons, avec Olympe de Gouges, en 1789, qui a été une femme pendant la Révolution française, qui disait si les femmes ont le droit d'aller à l'échafaud, elles ont le droit d'aller aussi dans les tribunes. Il y avait deux catégories pendant la Révolution française qui étaient écartées du pouvoir. C'était les femmes et les esclaves, qui n'avaient pas le droit à la parole, et Olympe de Gouges, Théoine de Méricourt. Théoine de Méricourt a eu la fessée républicaine sur une place publique, ça veut dire qu'on lui a soulevé la robe, et en général les gens ne portaient pas de culotte, de slip. Elle a été mise en prison et elle est morte folle de honte. Olympe de Gouges a été guillotinée parce qu'elle réclamait des droits. Qu'est-ce qu'elle réclamait? Le droit de vote. Et elle réclamait le droit de pouvoir s'exprimer comme les hommes dans ces assemblées au moment de la Révolution française. Donc, depuis, vous voyez bien que les choses, 1789, et c'était le grand moment pour la France, quand les féministes françaises se sont mobilisées en 70, elles se sont mobilisées d'abord sur la question du corps des femmes. Parce que qu'est-ce qui se passait? Quand les femmes avaient des relations sexuelles, c'était automatiquement avoir un enfant. C'est-à-dire que la question du plaisir n'existait pas. C'est-à-dire, comme disaient les gens, en paix, chaque fois, moi, en relation, c'est pour moi, en paix, en yish, et ainsi de suite.
Donc elles se sont mobilisées. Et ça a été la plus grande victoire des féministes. Quand Mme Simone Veil a été huée à l'Assemblée nationale quand elle a porté la loi, il y avait toutes les femmes derrière elle. Et il y avait ce manifeste des 350 femmes qui ont dit oui, avec Simone de Beauvoir en tête, oui, nous avons avorté, même celles qui n'avaient pas avorté. On a vu encore Delphi, qui est une grande féministe française aussi. Bon, ça a été une victoire de pouvoir dire mon corps m'appartient. C'est-à-dire que la liberté de pouvoir avoir un enfant quand je veux. Et c'est une révolution. Et après, d'ailleurs, avant même 70, la question du droit de vote des femmes, vous en avez parlé. Mais vous vous imaginez que, je ne sais pas si vous avez vu le film Les Suffragettes, mais vous vous rendez compte que les femmes se sont battues pour avoir le droit de vote. Elles avaient le droit d'être nommées au gouvernement, comme l'a été Marie Curie et tout, sans pouvoir voter. Ça a été une révolution. Et là aussi, pour revenir à la question du travail, je vous laisse la parole, Gerty, sur la question du travail, il y a des lois qui existent. Et quand il n'est pas... et ces lois ne sont pas respectées. Mais il ne faut absolument pas couper la question du travail des femmes et la question des tâches ménagères. Je vous dirai pourquoi. Les tâches ménagères, les rôles qui sont attribués aux femmes et attribués aux hommes, ils sont très sexués. C'est-à-dire que aux hommes, les places publiques, aux hommes, les espaces publics, et aux femmes, les tâches domestiques. Et on se rend compte que ça n'a pas beaucoup changé. Dans le partage des tâches, je crois que sur les dernières études de l'INSEE, les hommes partagent un peu plus les tâches ménagères, je crois que c'est de 10 minutes par semaine ou un truc dans ce genre. Oui, donc et ça dans certaines classes sociales. Et il ne faut pas oublier qu'en même temps, on a 40% de foyers monoparentaux chez nous. Ouais. Donc, il ne faut pas regarder les gens qui sont autour de nous. Et même quand les tâches sont partagées, elles sont sexuées. C'est-à-dire que les hommes vont s'occuper de certaines choses dans les tâches. De certaines choses. Bon, rarement on verra... Alors, ils s'occupent surtout des choses qui sont mécanisées, avec les aspirateurs et tout le reste. Bon, bref. Donc, mais c'est pas la révolution, mais c'est très, très peu. Il n'y a pas eu... Et en même temps, ces tâches qui sont peu mécaniques, ces tâches ménagères, qui font partie de ce qu'on appelle la sphère domestique. Les femmes... quand elles font des choix, et j'ai été conseillère, j'ai été conseillère d'orientation, parce que maintenant je travaille plus, conseillère d'orientation, quand les jeunes filles choisissent un métier, elles s'identifient à ça et elles choisissent des métiers qui sont dans la sphère domestique. Elles veulent être caissières, CAP petite enfance, tout ça, et ce sont les métiers les plus mal payés. Les plus mal payés, dans la précarité, et des fois ils n'ont pas même payé encore. Et donc, il faut absolument, d'où la nécessité d'une vraie révolution. Et parler des tâches ménagères, ce n'est pas ridicule, ce ne sont pas des petites choses, et c'est le ménage. La maison est le plus haut lieu de l'oppression des femmes. Parce que, Ingrid, quand on vient de faire une... et je vais revenir après sur la question de la bière et de la cigarette et sur la question d'autres choses tout à l'heure. Allez-y. Non, c'est juste pour dire que pour le choix des métiers, et on va passer dessus, je pense qu'il y a aussi un aspect des représentations. Oui, absolument. On en plaît dedans. Aspect des représentations, je dirais pourquoi, parce que on peut prendre... Enfin, faut pas... Et c'est pour ça que je dis, pourquoi lutte systématique ? Il ne faut pas voir le verre à moitié vide forcément, il faut le voir à moitié plein. C'est-à-dire que si on prend le problème de l'autre sens, certains hommes aussi se diront que je ne vais pas faire telle profession, même si elle est bien payée, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes, de même que la femme pourra penser pareil. Comme un homme sage-femme. Oui, exactement. Et je pensais exactement à cette profession-là, tout à fait. On dit encore sage-femme. C'est des professions d'ailleurs, même quand elles sont faites par des hommes, on dit sage-femme. On dit pas sage-femme, on dit PU, et on dit un autre terme. On dit sage-femme. Non, ils ont changé le terme. PU, enfin bref, j'ai oublié le nom. Alors, c'est plus sage-femme. C'est vrai qu'il y a des professions où vous verrez plus de femmes. Mais je pense que c'est pas forcément... Mais non, mais il y a plus de femmes, c'est par représentation. Tout simplement. Même aussi dans l'enseignement. Mais c'est normal. En tant que professeur des écoles, vous allez voir beaucoup plus de femmes. Mais c'est dans l'ordre des choses, je suis d'accord avec vous. On a plus de femmes parce que ces métiers sont devenus...
qui était éducateur avant? Qui était instituteur? C'était des hommes qui étaient instituteurs. Des hommes, tout à Qui fait. était secrétaire avant? Quand on parlait d'un secrétaire, c'était un homme. Mais c'était des métiers extrêmement valorisés. À l'heure actuelle, ces métiers sont dévalorisés. Et quand un métier commence à être dévalorisé, c'est quand il y a beaucoup de femmes dedans et il est mal payé. C'est pas nous qui le disons, hein. C'est pas nous, c'est Mais, pas alors, une vous vue de dites que si l'esprit. une jeune Alors, fille mais- fait un choix d'un boulot, d'un travail, c'est parce qu'elle s'identifie en quelque part Mais à... c'est pas, c'est la construction de l'adolescent, Cédric. C'est comme ça. Bon, moi j'ai une formation de psychologue, ça a été un petit peu mon boulot. C'est la construction de l'adolescent. On s'identifie à ce qu'on a vu pendant toute son enfance. Quand vous avez été gamine, on vous a donné des caisses comme jouets, on vous a donné des tablettes là, les ménages, des ménages. Des ménagères. Quand on vous a donné des boîtes de piqûres là, des trucs de soins, on vous donne que ça. Il y a une mère qui nous disait, sa gamine est restée 3 ans en garde d'enfants là, dans les garderies. 3 ans, elle a eu une ménagère. Vous savez, les jeux de ménage là. Bah, c'est comme ça qu'on se construit. On se construit par l'éducation, par les modèles, par ce qu'on voit aussi à la télé, et c'est ça. Donc quand elles arrivent, nous, en tant qu'conseillères L'éducation d'orientation... se fait aussi à la maison, pas Mais seulement bien en garderie. entendu. Il y a Mais la plusieurs maison- volets dans l'éducation. Mais quand on donne des jouets, c'est la D'accord. maison. Et quand on les habille en rose ou en bleu, tout ça fait partie de l'éducation. Et c'est pour ça que nous, à Culture fameuse Égalité... théorie des genres. Non, il n'y a pas de théorie des genres. Et il n'y a pas de théorie des genres. C'est pour ça que nous disons à Culture Égalité qu'il faut absolument que l'on puisse amener les femmes à prendre conscience de ce qu'elles transmettent elles-mêmes comme valeur aux garçons et aux filles. Et c'est là tout le travail. Et c'est pour ça que quand nous sommes ensemble, quand nous voulons avoir à travailler avec les femmes, parce qu'elles sont aussi les personnes qui transportent des valeurs sexistes. Donc il faut qu'elles prennent conscience de ça pour le langage, la façon d'être, et aussi dans la question du partage des tâches. Souvent, on se dit, bon, moi, je n'ose pas dire ça à mon mari, il va se fâcher. Il faut simplement, dès le départ, dès qu'on est en couple, dire les choses. Et Simone de Beauvoir le dit très bien dans une interview qu'elle a eue avec Serge Schreiber, c'est un vieux truc. Elle dit, mais il n'y aurait pas eu de ce qu'on appelle, elle dit avec un air, il n'y aurait pas eu ce qu'on appelle comment il dit, enfin bon bref, les histoires de ménage, si il y avait au départ un simple débat pour dire voilà que nous allons faire ensemble et comment nous allons vivre notre vie. La communication. Et dire que bon, ben ça c'est toi, et la parole est essentielle. Bon, si à ce moment-là, l'homme, dès le départ, on voit que les choses ne marchent pas, bon ben on sait ce qu'on a à faire. Parce que la maison, c'est un véritable d'oppression. Vous vous rendez compte ce que les femmes assument dans Aujourd'hui, son foyer? la tendance change quand même. Non, Bon, mais là, après- on dit 2 ou 3 personnes. Après, ce n'est peut-être pas Il y a effectivement 2 le... ou 3 hommes de bonne volonté comme vous. Il y a des Après, jeunes ce n'est garçons. peut-être pas comment dirais-je, la majorité, mais, C'est le une fait que la minorité. femme travaille aussi, ça lui donne de plus en plus d'assises et de plus en plus la possibilité de dire non, je n'accepte pas ce que tu fais. Je travaille tout comme toi. Ce que je fais dans la maison, tu peux le faire. C'est pas, vous savez, c'est pas le fait de Il y en travailler. a qui le disent maintenant. C'est pas le fait de si travailler. tu sors, je sors. Non, je veux vous dire tout simplement. C'est une question où on a intégré les rôles attribués aux femmes, même quand une femme travaille. Vous vous rendez compte qu'il y a des femmes qui viennent dans des espaces d'écoute pour femmes victimes de violences, qui sont architectes, médecins et tout le reste. Vous vous rendez compte? Elles gagnent beaucoup d'argent et elles sont quand même victimes de violences parce qu'il y a une question d'emprise. Ce n'est pas une question d'autonomie financière seulement. L'autonomie financière rentre quand il y a une prise de conscience. Parce que vous pouvez être autonome, avoir votre salaire financièrement, mais ne pas être libre dans votre tête. Et c'est là la différence. Et qu'est-ce Ça qui veut peut dire- expliquer ça Simplement parce qu'on est inculqué, Gertie, par les valeurs qu'on nous a données depuis la Il y a naissance. autant de femmes qui sont inculquées Mais à vous le être savez, aussi soumises. mais vous la savez autant que moi. Regardez autour de vous. C'est pas compliqué. Pourquoi il y a eu autant de femmes qui sont victimes de violences? Mais elles ne le font pas exprès. Elles n'ont pas décidé. Qu'est-ce que vous C'est-à-dire, pensez? Il y a certaines personnes, effectivement, que par rapport à certaines femmes qui se retrouvent dans certaines situations, c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui a tendance à dire c'est pas moi qui t'ai voyé là, ils te savent très bien, t'es qu'à sortir, puis on l'a scar. Ils te savent machin, assis tête boucle là, qu'on voit son voix, et pourtant, il y allait quand même. non, mais ça c'est bon, le cas des. il y a aussi le choix personnel oui, aussi. non, c'est pas. Ça, c'est la de- question de l'emprise.
C'est encore notre débat. Si vous voulez, vous pouvez m'inviter, on va rediscuter de ça sur la question de l'emprise et de la question des violences. C'est un large débat. Donc on peut en discuter. Mais je reviens à la personne lambda. Je ne vais pas parler de la femme victime de violence. Éduquée, qui a une éducation, qui a un bon truc. Comment on peut, enfin, bon, après on me dit peut-être psychologique, mais pouvoir encore se retrouver, ne pas, enfin, je sais pas. Mais c'est courant quand je regarde certaines de mes nièces qui me disent, mais Tati, tu ne peux pas t'imaginer autour de moi des jeunes personnes, des jeunes garçons qui sont cadres supérieurs, qui ont bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, et ces jeunes femmes aussi, et qui des fois gagnent plus d'argent que le jeune homme, parce que les femmes, vous savez, les femmes sont plus cultivées, plus éduquées, elles réussissent mieux au bac, elles ont plus de diplômes. Qu'est-ce qui explique cette inégalité? Oui, qu'est-ce qui explique cette inégalité? Est-ce qu'elles peuvent prendre le pouvoir? Est-ce qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles ont un pouvoir? Non, le pouvoir n'est pas prendre le pouvoir parce qu'on a de l'argent. Le pouvoir, c'est quand on a déconstruit tout dans sa tête. Et c'est ce travail que nous voulons faire. Okay. C'est quand on a déconstruit tout ça, et c'est pas évident, quand on a déconstruit toute l'éducation qu'on a reçue. Parce que votre mère vous dit que vous êtes très bien, regardez ce que les gens vous disent, que nous sommes dans notre rôle de mère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On n'a pas poussé les messieurs. Ce sont les messieurs qui ne prennent pas leurs responsabilités. Ce sont eux qui ne les prennent pas. Mais on ne les pousse pas. Moi, j'ai un homme, j'ai deux fils. J'ai été élevée avec un père et 2 garçons. Bon, mais on n'est pas contre les hommes. Au contraire, ils ont tout intérêt à ce que les choses marchent mieux et qu'on puisse partager un bien-être, et parce que de toutes les façons, ils y gagnent sur toute la ligne. Est-ce que le combat des femmes, est-ce qu'elle est encore, à l'heure d'aujourd'hui, méconnue d'une grande partie de la population? Ne serait-ce que par rapport à certaines critiques, ne serait-ce que par rapport à certaines actions, on a des gens à qui ça agace. Ça agace parce qu'on dit que les féministes se mêlent de tout et de n'importe quoi, des choses qui ne les regardent pas. Et on trouve même les critiques les plus virulentes, les critiques qui sont les plus sévères, le plus souvent viennent des femmes. Donc, est-ce que quelque part, ce n'est pas décourageant de voir que quand même qu'il y a eu quand même des personnes qui ont été torturées, battues, lafessées, guillotinées, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas stressant pour des organisations comme la vôtre de se dire que quand on regarde la situation dégradante de la femme en ce moment, est-ce que quelque part, on ne s'est pas battu pour rien? Est-ce que ce n'est pas lassant? Comment on peut trouver la force encore? Oui, est-ce qu'on peut encore trouver la force de se battre, ne serait-ce que si on voit comment la femme a lutté pour obtenir le droit de vote, et le plus souvent, on retrouve un très fort taux d'abstention au niveau des femmes quand il s'agit de voter. Ça, c'est encore notre problème. En ce qui concerne notre découragement et tout, non. C'est pas décourageant. Nous disons que les femmes, quand on les assied, quand on les met en cercle, quand on travaille avec elles, vous savez, le pouvoir que nous avons, vous avez la possibilité de causer ici. Nous avons une émission que nous faisons avec Zouk TV, qu'on profite de l'occasion pour remercier. Nous faisons des petits tracts, des petites choses comme ça. On a notre journal, on a cette revue, Carbe Femmes, que l'on peut trouver à la librairie Alexandre. Mais c'est un pouvoir minime par rapport aux médias. Il faut savoir que les gens, on n'est pas tout le temps sur les médias, mais toutes les publicités que l'on montre, tous les télénovelas, toutes ces choses qui montrent des images des femmes complètement soumises, elles ont un pouvoir terrible. Quand on voit la montée de l'hypersexualisation, où les femmes sont redevenues des objets sexuels, c'est vrai. Elles veulent aussi. Non, ce que je veux dire, ce sont les modèles qui sont valorisants, ce sont ces modèles qu'on leur montre, ce sont ces modèles bons qui sont en permanence, Cédric, dans les médias. Nous, on apparaît une petite fois, imaginez-vous qu'on nous permette de changer qu'on interdise les clips jamaïcains, en fait, tous les clips de la Caraïbe, et qu'on montre autre chose, et qu'on montre d'autres publicités, et qu'on décide en Martinique qu'on ne veut pas de publicité sur les panneaux qui soient des publicités sexistes, et qu'on ne veut pas de vidéos. Mais vous verrez, et puis qu'on les remplace par d'autres modèles pour nos jeunes filles. Mais les choses vont changer. Mais les jeunes garçons aussi sont aussi malheureux, parce que ces jeunes garçons, on leur montre des modèles de virilité.
Il faut absolument que les jeunes garçons soient dogues, qu'ils fassent l'amour 50 fois, qu'ils soient des performances. Et les jeunes filles, il faut qu'elles répondent à toutes sortes de sollicitations par tous les trous possibles et imaginables de leur corps. Mais ça aussi, c'est ce qu'elles ont en permanence dans les médias, par Internet et tout. Et ça fait marcher le business. Ça fait marcher le business. Donc, nous ne sommes pas découragés parce que nous faisons avancer les lois. Nous faisons avancer... Non, juste pour dire que nous faisons avancer les lois. Et toutes les femmes devraient venir avec nous le 5 mars sur la place de l'enregistrement à la rue Piétonne pour dire que nous voulons que les lois soient appliquées, parce qu'elles ne sont pas appliquées tout le temps. Comme vous disiez tout à l'heure sur la question de l'égalité au travail, que le travail domestique est un travail qui est dur, qui est un travail pénible et qui est un travail gratuit dans les foyers. C'est pas un souci de communication? Donc, qu'on nous donne une télé, si on nous donne les moyens d'avoir une télé et qu'on puisse tous les jours parler dessus, vous verrez. Mais il y a des femmes qui viennent nous voir. Regardez, la dame nous dit qu'elle est contente qu'il y ait cette émission, qui nous félicite. Et je crois qu'heureusement qu'il y a eu un moment, dans les années 90, que les femmes se sont soulevées pour que la question des violences sorte des tabous. Olivier, tu voulais? Non, je disais que, certes, aujourd'hui, avec l'ouverture des multimédias, des réseaux sociaux et tout, les influences sont multiples. Mais il n'empêche qu'à chaque époque, il y a eu des influences. Chaque époque a eu ses influences avec des biais différents. Mais là où... Tu dis? Il y a des hippies. Oui, là où la différence doit se faire, c'est que au préalable, la personne doit avoir une éducation faite par ses parents à la maison, bien sûr à l'école aussi. Alors, je ne pense pas que ce soit uniquement, enfin, après c'est peut-être pas uniquement, mais je ne pense pas que ce soit les clips ou les panneaux publicitaires qui feront, si un enfant a eu un socle d'éducation solide, je ne pense pas que ce soit ça qui fera un enfant dévier, une jeune fille notamment, puisque on en parle. Je ne pense pas que ça fasse une jeune fille dévier de son éducation si elle voit un clip ou un panneau publicitaire assez suggestif. Moi, vous avez des enfants, Frédéric? Comment? Vous n'avez pas encore, vous avez des enfants? Si, j'ai une fille. Moi, je veux vous dire. J'ai une fille. Je veux vous suis dire, père, il y a une mère. Nous avons je suis frère aussi. Nous avons fait un carbet de l'égalité, ce qu'on appelle le carbet de l'égalité, réservé uniquement aux femmes. Et il y avait des femmes qui étaient là, des femmes éduquées. Des femmes, quand je dis des femmes éduquées, c'est-à-dire des femmes instruites, des femmes de classe moyenne, on pleure pour nous dire la souffrance qu'elles ont avec leurs propres filles, à qui elles ont donné des valeurs. Il y a des choses qui se passent, des déclics. Vous ne savez pas comment l'influence qu'il peut y avoir. Parce qu'avant, l'éducation était verticale, c'est-à-dire l'éducation c'était le grand-père, le père, la mère et tout. Mais c'est plus possible, c'est-à-dire que l'éducation n'est pas verticale. La rue éduque, les médias éduquent. Nous sommes d'accord. Les groupes éduquent. Alors, et puis, il faut aussi vous dire que l'école, enfin la cour éduque, que tous les parents n'ont pas cette énergie, n'ont pas la capacité, n'ont pas les moyens de contrecarrer tout ça. Quand on est un parent fort, quand on est un parent avec des valeurs fortes et qu'on n'est pas bousculé par le quotidien de la vie, on peut être là à chaque minute, emmener son enfant en voiture, le ramener, le faire ceci. Mais que vous savez que dans ce pays-là, il y a plus de 30% de personnes en chômage. Et contrairement à ce que les gens ont dit dans l'introduction de GRT, les enfants des personnes qui réussissent à l'école, ce sont les enfants où il y a le moins de dérive, ce sont les enfants des gens qui travaillent. Alors, on veut faire porter aux femmes la responsabilité de la délinquance. Eh bien non. Il faut savoir et aux femmes qui travaillent, je veux dire, plus les femmes travaillent, moins il y a de délinquance dans leur foyer. Et ça, c'est une réalité, ce n'est pas nous qui les vantons, ce sont les études de l'INSEE, ce sont les études. Parce que pourquoi les enfants des femmes qui ne travaillent pas
Les parents ne sont pas des modèles pour ces enfants. Et ça se passe très mal dans les foyers. Souvent, il y a des exceptions. Il y a des gens pour qui ça se passe bien, tant mieux, heureusement. Mais pour le plus grand nombre, ce sont des gens qui sont aussi en souffrance. Et la société doit prendre le relais de cette éducation-là. Nous les voyons tous les jours, ces enfants-là, des parents qui pleurent au tribunal toute la journée. Une fois, il y avait une famille, la mère de la victime et la mère de l'auteur. Ces deux femmes avaient été victimes de violences par leur conjoint. Ce sont des choses que l'on trouve tout le temps, en permanence. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas encore culpabiliser les familles pour leur dire « Ah, vous n'éduquez pas vos enfants, c'est de la faute des familles. » Il y a de dialogue aussi, de mère en fille. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part... Mais attendez, les mères qui... La question. Quand vous avez une mère de 15 ans, une fille de 15 ans, des fois, la mère a quoi? Elle a une quarantaine d'années. Elle est extrêmement jeune. Et je suis... une quarantaine d'années. Donc, elle est dans les mêmes problématiques que sa fille. Elle n'a pas reçu non plus toutes les valeurs qu'on souhaiterait. Donc, c'est à nous de prendre ces relais. Et c'est pour ça que nous disons aux femmes de nous rejoindre, qu'il faut que les féministes soient plus nombreuses à se mobiliser. Parce qu'on a besoin de nous, on a besoin d'associations féministes fortes, avec et d'ailleurs, on remercie encore Zouk TV de nous permettre de nous exprimer dans l'émission que nous faisons le 4e mercredi de chaque mois sur Zouk TV, parce qu'il y a une souffrance des gens et des pères aussi quand on voit ces dérives-là. Vous pouvez vous rendre compte comment on peut se battre contre l'industrie du porno, par exemple. Comment, et contre toute cette industrie de tout ce qui se passe à la télé. Mais donc, il y a des préalables. Il y a des préalables que l'on peut déjà faire, nous, en tant que parents. Moi, ma fille a 3 ans, elle aura bientôt 4 ans. D'accord ? C'est vrai que quelquefois, ça nous arrange d'allumer la télé et de lui mettre, par exemple, des clips. Mais non, mais nous, on veille à ce que notre fille, à ce qu'elle regarde à la télé. Alors, quelquefois, effectivement, on peut se dire, le papa, il est bien, il a une bonne position, la maman aussi, elle travaille, les deux travaillent. Comment cela se fait-il que l'enfant puisse dériver autant? Mais parce que quelquefois, les deux rentrant du boulot sont fatigués. Bien sûr. Clac, on met la télé pour l'enfant. Eh bien, l'enfant se nourrit de clips avec les fesses dehors, etc. Donc, ça deviendra pour elle des repères. Et pour... Alors, donc, l'enfant, elle ira en boîte de nuit, ce sera normal de J'ai une question. Moi, je regarde ce que ma fille regarde à la télé. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y ait pas des clips. Et quand il y a des choses comme ça, je change. Aux heures, mais il faudrait que la population se mobilise pour qu'il n'y ait pas des clips à ces heures de grande écoute. Par rapport à tout ce qui a été dit depuis le début de l'émission, parce qu'il nous reste encore quelques minutes, est-ce que effectivement, en tant que jeune homme, tu avais, toi, conscience de la lutte des femmes? Que ça fait quand même presque un siècle de lutte. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a eu des résultats, mais que là, apparemment, le combat est encore très long à mener. Est-ce que c'est un combat, le combat féministe, est-ce que c'est un combat en tant qu'homme que tu comprends? Oui, non, mais j'en ai toujours eu conscience. Puisque je suis... Après, je suis quand même étudiant. J'ai fait de l'histoire à l'école. D'ailleurs, M. Pagouit a été un de mes enseignants. Et puis, même en tant qu'individu, ce sont des choses qui nous touchent. Je dois dire qu'il y a des combats que je respecte et que je peux même accompagner, que je félicite. Notamment pour l'égalité des salaires, égalité en politique, égalité devant les postes. Ça, je suis entièrement d'accord. Après, comme je disais à Mme Arnaud, le combat systématiquement, je ne suis pas d'accord. Par exemple, le combat pour passer de... Non, c'est-à-dire que... C'est quoi le combat? Non, mais comme vous disiez, vous preniez l'exemple des femmes en politique et qui ne faisaient pas assez. Alors, si... Comment elles ne faisaient pas assez? Non, mais... On disait que certaines femmes accèdent à des postes... Oui, mais elles ne sont pas féministes, elles ont Oui, elles ont des... Mais elles peuvent ne pas l'être, justement. Elles ont le droit, c'est leur liberté. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcées de mener des combats. Mais nous, en tant que féministes, on le regrette, tout simplement. On le regrette.
Par exemple, on peut regretter qu'une municipalité ne mette pas en place des politiques vraiment pour aider les femmes à sortir qu'il y ait plus de crèches, qu'il y ait plus de garderies, que le soir, les femmes, qu'il y ait une politique de sécurité. Mais c'est ça, quand on vous dit les luttes, c'est quoi? Les combats, c'est pas gourmet, non, gourmet. C'est simplement, simplement qu'on dit qu'une commune, par exemple, en ce qui concerne la sécurité dans la ville, eh ben, il y a des gens qui ne descendent pas dans certaines villes, dans certaines communes, parce qu'elles ont peur. Et les femmes en particulier. Donc, c'est le mot combat et lutte qui... Non, je veux dire, même en tant que femme, elles peuvent être intéressées par d'autres problématiques. Mais elles ont le droit. Que les droits des femmes. Mais c'est la moitié... Les problématiques que touchent les femmes. Mais c'est la moitié de la population quand même, hein. Elle est plus importante. Mais ce qu'il faut dire, c'est que... Les femmes représentent la moitié de la population. Elle est plus. Et quand on se dit qu'il faut plus de transport, à Fort-de-France, plus de 70% des personnes qui utilisent les transports, ce sont des femmes. Quand il y a des transports plus réguliers, le soir, sécurisés, je regardais les écarts qu'il y a entre les abris de bus. Ben, les hommes en bénéficient aussi. Hein. Les hommes vont bénéficier aussi. Donc, il faut, comme on dit, regarder le monde, comme disait Trotsky, regarder le monde avec des yeux de femmes. Parce que ça nous permet à nous d'être tous et toutes dans un bien-être, dans une autre dynamique et puis dans une véritable démocratie. Même lancé, est-ce que vous pourriez faire une conclusion ou lancer un appel, une manifestation que vous organisez? Nous, ce que nous disons, c'est que nous ne sommes pas dans un combat contre les hommes, pas du tout. Comme je dis, on n'est pas dans un combat contre les hommes, on est simplement pour une société juste, sortir les femmes de l'oppression dans laquelle elles sont en permanence et qu'elles puissent être heureuses, et les hommes heureux, et des garçons, et qu'on puisse éduquer nos enfants et nos garçons et nos filles autrement. Et c'est pour ça que nous disons que les choses ne sont pas gagnées, qu'il y a des retours en arrière et qu'il faut continuer à se mobiliser. Les femmes ne se mobilisent pas suffisamment. Donc nous les invitons le samedi 5 mars sur la place de l'enregistrement, c'est-à-dire la rue piétonne, à nous rejoindre samedi matin de 9h à 12h. Et il y aura aussi un documentaire que nous avons fait sur Suzanne Roussy-Césaire qui va tourner en boucle à l'espace Camille d'Arcière. Donc nous invitons toute la population, les hommes, les femmes, les jeunes, à venir nous rejoindre, à discuter et à porter des pancartes avec nous, et puis à nous dire ce que ces personnes-là pensent. Et puis, comme je vous dis, on a cette brochure qui est vendue à la librairie Alexandre, qu'on pourra aussi acheter le samedi 5. Rejoignez-nous, vous n'êtes peut-être pas d'accord et vous avez raison, la démocratie c'est ne pas être d'accord, mais à Culture Égalité, on a envie de vous rencontrer, on a envie de vous voir et c'est avec plaisir qu'on va passer un beau moment sur la rue piétonne. Si vous avez envie de chanter, vous avez envie de jouer du tambour, de la flûte, tout ce que vous voulez, nous serons là. Et merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci Olivier. Merci Cédric. Moi je dirais que... Olivier, je dis oui. Cédric. Olivier. Moi je dirais en fait que pour éviter justement toutes ces problématiques auxquelles nous sommes confrontés, il faut sensibiliser dès le départ, absolument, à la racine. C'est-à-dire dans l'éducation, nous parents, on a un premier travail à faire auprès de nos enfants, et que ce soit garçon ou fille, commencer dès que l'on peut à sensibiliser sur ces problématiques-là, de façon à ce que l'enfant puisse grandir, soit conscientisé, ait conscience de ça, de façon à ce que l'enfant puisse grandir en étant conscient que il y a des inégalités. Moi, peut-être demain, en tant qu'homme, chef d'entreprise, justement, au sein de mon entreprise, je vais lutter contre ça, etc. Donc, je pense qu'on a une part importante de travail en tant que parent, mais aussi plus tard à l'école, n'est-ce pas? L'école, c'est quand même un lieu absolument important aussi où on doit toucher, éveiller les consciences. D'accord. Merci beaucoup. Merci de suivre l'émission. Merci à l'équipe technique pour la réalisation de l'émission, toute l'équipe qui se cache derrière les caméras et puis tous les petits boutons et puis qui règle même les aléas du direct, même quand il n'y a pas de micro-trottoir. Donc, n'oubliez pas, le rendez-vous, c'est le 2e et 4e mercredi de chaque mois. Donc, c'est un direct, une rediffusion, un direct, une rediffusion, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me poser la question. Donc, rendez-vous les 2e et 4e mercredis de chaque mois. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro.